Okay, I'm very excited. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est merveilleux de me trouver ici aujourd'hui. Franchement, ça va être difficile de faire cette présentation pour moi aujourd'hui. Okay. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir fait cette organisation extraordinaire, Yana et Marie-Hélène. Et sincèrement, dans notre petit monde, nous faisons quelque chose. Nous travaillons sur les lieux, les sites, l'architecture, mais être reconnu depuis l'extérieur de la Turquie, pour nous, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Cela a une valeur remarquable, cela a un sens et cela nous donne du courage. Et je tenais à vous remercier pour cela et c'est très important pour nous. Également, je voulais faire ma présentation en parlant un peu de moi-même, en parlant de mon histoire, de mon passé, parce que nous faisons de l'architecture en montrant quelques projets, uniquement, sans aucun contexte personnel. Et cela n'a pas tellement de sens pour moi. Voilà pourquoi ces deux idées, la persona et la géographie, ce sont deux éléments fondamentaux, parce que on ne peut pas changer la géographie et la persona, c'est-à-dire ce que l'on est. Et c'est également fondamental. Donc, en sachant où l'on habite, quels sont ses propres territoires, qui l'on est, cela finalement conforme le travail, son propre travail. Voilà pourquoi il faut se comprendre soi-même, sa propre géographie. C'est très important pour pouvoir réaliser quelque chose comme ça. Voilà, c'est vrai pour l'architecture, c'est pour les architectes, c'est vrai pour tout le monde finalement. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir comprendre ce que l'on peut faire, comprendre le site, le climat, les problèmes, bien entendu. L'architecture n'est pas aussi simple que cela. On ne peut pas simplement dérouler cela comme ça, mais je pense que ce sont deux points fondamentaux. Également, c'est très important, la géographie et le destin, comme nous le disons en turc. Franchement, cela a une sorte de contenu un peu négatif, mais moi, à mon sens, c'est plutôt positif. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, il faut d'abord comprendre, et avant de construire quoi que l'on fasse, eh bien, il faut le faire sur la base de cette compréhension. Et cela, c'est fondamental, parce qu'il semblerait que ce soit quelque chose que l'on ne puisse pas changer, mais en réalité, on peut le changer. Si l'on comprend ce que l'on fait, pour les gens, eh bien, cela peut être une opportunité. Et si l'on arrive à comprendre vraiment l'essence de cela et finalement aborder cette géographie, comme on s'aborde soi-même, c'est un peu le point essentiel, le point de base de l'architecture. Voilà, à gauche, eh bien, c'est moi. J'avais 4 ans, à droite. Et puis mon père, ici, au centre. Ma famille est une famille d'ouvriers. Ils sont émigrés au début des années 70 en Allemagne. J'étais leur premier enfant. Bien entendu, c'était un ouvrier. Il a pris cette photo et moi je l'ai choisie. Et je me souviens très bien comment je le ressentais. À l'intérieur, c'était brun, c'était chaud, cette pièce. Et j'adorais cette petite veste que j'avais, cette texture, cette identification, ce vêtement, ce tissu. C'était une de mes premières impressions de l'enfance. Ces deux géographies, je devrais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, parce que le fait de déplacer une famille turque en tant qu'ouvrier en Allemagne, et cette famille
turc s'est établi dans cette petite ville, à Kiel, de l'autre côté du Rhin, face à Strasbourg. Il y avait une sorte de dualité, n'est-ce pas? C'est une petite ville, mais on traverse un fleuve et on se trouve à Strasbourg, qui est tout à fait différente. C'est un pays, c'est un autre pays, c'est pas si loin finalement. Les gens se ressemblent finalement, mais c'est complètement différent. Et donc, après, à 7 ans, je suis retournée à Antakya. C'est encore une ville, c'est une ville frontalière avec la Syrie. Et là encore, une fois de plus, cette dualité entre Alep et la Turquie. C'était pas très loin, on pouvait simplement prendre sa voiture et 25 minutes plus tard, on était à Alep, en Turquie. Donc, c'est une sorte de contraste. Ces deux géographies, c'est un peu étrange. C'est-à-dire que l'on vit dans une géographie et puis on y émigre et puis à côté, il y a autre chose. Il y a cette dualité. On voit, c'est une sorte, une réversibilité, n'est-ce pas? C'est très intéressant, c'est très organique, c'est historique. Ce sont des racines profondes. Et Kiel, c'est une toute petite ville très humble, allemande. Et je crois que c'est important de savoir qui l'on est. Ce n'est pas facile, ni même pour moi de le reconnaître, de l'admettre, mais cela m'a pris des années en fait. Et c'est vraiment un point de départ essentiel pour moi. Voilà un dessin fait par mon fils, il s'appelle Yalin. Et le mot Yalin signifie en anglais simple, tout sobre, peut-être essentiel. Mais je crois que c'est le mot allemand qui peut le traduire le mieux, c'est le Schlicht. Donc Yalin, c'est le nom de notre agence. Je voudrais dire Yalin, simple, sobre. Nous essayons d'être, c'est ce que nous essayons d'être en fait. C'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à être complètement. Et même je pourrais dire qu'en Turquie, avec la géographie qu'a ce pays, ce n'est pas très facile à faire. Mais également, c'est la complexité de ce que nous faisons. Ce ne nous permet pas forcément toujours d'être Yalin. Donc c'est un mot tout à fait paradoxal. C'est-à-dire que l'on veut être quelque chose qu'il est impossible à être. Voilà notre équipe. Ici, c'est une équipe tout à fait réduite. C'est le maximum que l'on peut avoir, 10, 12 personnes. Petit bureau ici, sur le Bosphore, à Istanbul. Les bureaux ont été également faits par nous-mêmes avec, comme vous voyez, ce sont des morceaux de bois tout à fait simples, tout à fait élémentaires. C'est tout le mobilier, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Et puis après, mon appartement, Oka, mon partenaire, Oka, qui est un urbaniste, il est avec nous, il nous écoute d'ailleurs. Donc, ça c'est la petite histoire sur notre agence. Et puis, moi, je voudrais vous montrer quelque chose de l'Anatolie, vous montrer le contexte de l'Anatolie. Nous y sommes liés dans nos projets. Voilà, la Cappadoce. Et c'est une image qui me fascine, parce que c'est un paysage incroyable. On voit, il y a une sorte de ligne horizontale, avec toutes ces pierres. Et ce qui me fascine, ici, c'est le paysage face à moi. Ce sont des pierres qui sont extraites de la carrière, qui n'ont trouvé aucune utilisation, et donc elles ont été jetées là. Et on y voit une sorte également des cheminées faites de pierre qui semblent une protection. C'est magnifique, c'est un paysage qui n'a pas été dessiné. On ne pourrait pas le réussir mieux. Donc on a simplement pris des petits morceaux par-ci par-là et finalement on peut créer un lieu très simple. Voilà encore un site ici, c'est le site archéologique de Troie. Très célèbre. La cité légendaire de l'Iliade. Donc moi j'aime bien les lieux archéologiques ici, les sites archéologiques. Ici on voit évidemment des pierres tout à fait différentes, des bâtiments en pierre, 7, 8, et les différentes couches, comment elles s'unissent. Vraiment, il y a une énorme énergie qui s'en dégage et cela pourrait être également une référence pour un projet. Ici, un autre site, c'est un mur qui il y a 2500 ans, c'est un mur de protection, de contention, de protection de l'Empire byzantin et de l'Empire ottoman également à Topkapı. À Topkapı. C'est à Topkapı, au palais de Topkapı. Voilà, il a été restauré, mais on n'a pas fait des morceaux de pierre. C'est simplement, ici,
il y a des menuisiers qui ont pris des morceaux du mur, ça n'a pas été dessiné, mais qu'est-ce qu'on pouvait imaginer de mieux que cela? C'est-à-dire prendre des morceaux de bois et puis ils ont rempli la structure en pierre et certaines de ces pierres ont plus de 1000 ans, peut-être même 2000 ans et elles viennent de l'époque ottomane et peut-être même à peine 200 ans. Donc c'est l'énergie de ce qui n'a pas été dessiné. Et voilà ici l'accès, l'entrée dans une grotte de 3 millions d'années. J'adore cette lumière à l'extérieur et puis l'obscurité à l'intérieur. Et puis cette ouverture, cette lumière vers le paysage. C'est très poétique. On entre à l'intérieur, on ne peut même pas distinguer quoi que ce soit, on ne sait pas ce que l'on voit. Encore une autre image, une image à Konya. C'est une mosquée très ancienne, de plus d'un siècle. C'est une structure très ancienne. Ce n'est pas l'architecture en soi, la créativité, c'est tout cet espace, le puits de lumière qui tombe directement. C'est très intéressant, c'est très contemporaine. C'est de l'acier. Pardon, non, elle est toujours très d'actualité, très moderne en fait. Ici, nous avons un arc romain également, il a 2000 ans et il vient de Manissa. J'adore la brique ici. Ce n'est pas très courant de voir de la brique comme ça qui a été conservée depuis 2000 ans. Comment ils l'ont réalisé? La taille des pierres, les interconnexions, c'est quelque chose vraiment. Il faut comprendre réellement ici. Et comment cela a été utilisé ici? J'adore ici, j'aime beaucoup. C'est une oliveraie sauvage d'1 million de mètres carrés à Izmir, donc 10 hectares. Et donc, il y a 12 000 oliviers. Bien entendu, ils ne sont pas utilisés dans l'agriculture. Certains ont 2000 ans. C'est vraiment la nature vivante. Voilà, c'est un peu le contexte que je voulais vous planter. C'est-à-dire que l'on ne peut pas vous expliquer, vous parler de la richesse de l'Anatolie, mais tous ces exemples peuvent vous en donner une petite idée, en fait. Voilà, maintenant, revenons à nos projets. Voilà, ici, nous avons une carrière que nous avons, sur laquelle conçue, c'est en Cappadoce, et vous voyez à droite, on voit donc ces morceaux de pierre, ces falaises de pierre qui sont tranchées. Ces machines ont été inventés uniquement pour cela, parce que la pierre est tellement friable qu'elle est facile à couper, on peut la formater, on peut la recueillir. Et c'est ça le projet, en fait. C'est-à-dire ici, vous voyez la dimension du site. Regardez la dimension des pierres, c'est-à-dire que chaque pierre pèse quasiment 6 tonnes chacune. Nous les coupons et avec ces pierres, nous faisons ce projet. Là, c'est ce que je vous ai montré auparavant. C'est donc cette carrière en Cappadoce qui a environ un siècle d'existence. C'était une sorte de colline et les pierres ont été extraites les unes derrière les autres. Et vous pouvez voir ici, on a ramassé aussi quelques pierres aux alentours, de façon que, en fait, finalement, l'idée est de transformer ces lieux en un musée de la Cappadoce. Donc, ici, ce que nous avons voulu, c'était protéger cette carrière de pierre. Nous l'avons simplement un peu ouvert, pas tant que ça, finalement. Et ce que nous avons tenté de faire, c'est à la fois une circulation continue à l'intérieur. Ici, vous voyez encore des morceaux de pierre que nous avons extraits de la carrière et qui permettent de créer la circulation au sein de l'espace du musée. C'est ce que l'on voit ici, l'intérieur. Parfois, on voit également quelques crevasses provoquées par les machines, le contexte, en fait. Ça, c'est aussi très intéressant également parce que cela retrace un peu l'histoire de la carrière. Il y a des coupes très longues, très droites, ce qui montre comment les pierres étaient coupées, comment elles étaient extraites, comment elles étaient prélevées il y a 100 ans, 80 ans, 50 ans. Voilà pourquoi c'est très, très intéressant pour moi. Ici, l'idée, ce que nous suivons, en fait,
Nous transformons toute cette partie comme une sorte de nouvelle carrière, c'est-à-dire nous la prenons, nous la couvrons, nous recueillons, et puis avec ces pierres extraites du site, nous créons l'entrée du centre. Et cette entrée, finalement, protège la pierre d'origine. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'aller avec un bus, un petit transport pour se rendre à cet endroit. C'est-à-dire que cela fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive avec la voiture, l'autobus, on rentre ici, au centre de cette structure ouverte, on monte le long d'une rampe, et puis voilà, on est rentré dans le musée. On marche, et voilà, le musée et tout le paysage, finalement, fait partie du site en soi. Bien entendu, c'est très difficile de construire ainsi parce que c'est une technique très ancienne et personne ne sait exactement comment pouvoir jointoyer ces pierres. Donc, une idée ici, c'est que 3 pierres de 5 mètres de haut, parce que nous voulons avoir une sorte de pièce très structurée, très vaste. Et nous avons fait beaucoup de tentatives. Ça, c'était une des premières tentatives que nous avons faites. C'est-à-dire, finalement, nous avons monté 3 pierres l'une sur l'autre parce que nous n'avions pas l'information correcte. Et voilà, c'est pratiquement à la fin, lorsque nous avons décidé sur le site un petit peu de travailler de la texture, des détails, en travaillant sur les angles, des choses qui étaient impossibles à dessiner sur le papier. Ça, c'était très important. Voilà pourquoi nous étions si nombreux. Nous avons réalisé un nombre incalculable de visites sur le site pour y arriver. Voilà, ici, on voit l'un des... Ici, vous voyez l'une des structures qui ont été conçues. Et là, l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a une base en ciment, en béton, qui protège finalement de l'intempérie parce qu'il pleut beaucoup. Et là, c'est une image que j'aime beaucoup. Là, normalement, c'est du béton, enfin, oui, donc ciment, disons, et on essaye d'avoir une sorte de similitude, c'est-à-dire qu'on veut nettoyer toutes les façades de façon... Parce que le projet avait cela, c'est-à-dire en fait on le conserve tel quel. Et voilà, donc ici on a la texture finale. Voilà, ici une image de l'intérieur que l'on a ici. Ça sera le restaurant ici. Donc c'est un passage. On passe par là et puis on entre dans le musée. Voilà l'une des premières images que l'on a au début avec ces grandes plaques de ciment, béton sur le dessus, qui protège. Il n'y a pas de fenêtre, tout est à l'intérieur, disons. Et pardon. Voilà ici où l'on stocke les pierres. Voilà la dimension d'une voiture et voilà un peu, vous avez l'échelle. Donc, voilà un peu à quoi cela ressemble depuis l'intérieur, depuis l'extérieur, et ici à nouveau comme une sorte de grotte artificielle qui ouvre sur un paysage naturel. Je vous montre également cette image de l'extérieur, l'intérieur, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire ici un mur de pierre et puis un toit pour protéger des pierres qui parfois peuvent tomber. Voilà, à Zonguldak, au nord de la Turquie, il y a une autoroute qui est Zonguldak est célèbre pour ses mines de charbon. Et Zonguldak a une géographie qui permet, qui a plus d'une quarantaine de grottes, parce que c'est géologique. Et voilà, des grottes qui a 3,5 millions d'années, très profondes. Et le problème est que il s'agissait ici de le transformer en centre de tourisme, centre de visiteurs, c'est-à-dire l'accès aux grottes. Donc, lorsque l'on arrive en voiture, en autobus, on stationne ici et puis on pénètre par ici. L'idée la suivante, elle est très simple à vrai dire, c'est-à-dire réunir les visiteurs et de façon à ce qu'ils soient face à cette paroi
de pierre, tout en permettant d'avoir une circulation continue faite par l'homme, c'est-à-dire c'est une grotte tout à fait faite par l'homme, en orientant les visiteurs vers l'entrée de la grotte et tout en les guidant vers l'extérieur. Voilà certaines des photos, voilà l'intérieur, et là, c'est le paysage du centre de visiteurs. Voilà. Et en fait, nous avons extrait les pierres de l'autre côté de la colline. Et là, peut-être qu'on peut le voir sur la photo suivante. Là, on a une similitude, une ressemblance avec le caractère extrêmement rocheux et escarpé de la nature. Voilà ici comment se présente le bâtiment, l'entrée des grottes. Et là, c'est l'entrée du centre de visiteurs, le parking. C'est-à-dire que ici, c'est pratiquement dissimulé dans le paysage. Voilà, ici encore une autre vue avec du béton, avec l'arrêt de l'autobus, avec l'entrée, avec toute la caractéristique du paysage. Et là, ici, il y a deux grottes. L'une est peu profonde, ici, comme on peut le voir. Elle n'est pas si profonde, mais l'entrée principale, ici, nous avons utilisé toutes ces pierres issues des excavations. C'est une sorte d'abri, de protection que l'on met ici. On ne pénètre pas ici et le bâtiment vous oriente vers l'entrée des grottes. Et là, ici, c'était notre objectif principal, ici, c'est-à-dire au regard, face à cette paroi rocheuse. C'était très difficile de réaliser cela parce que c'est très propre. C'est un travail très difficile d'essayer de lui ressembler. Nous avons utilisé des éléments tout à fait semblables à celui de la paroi rocheuse. Voilà, c'est la zone d'exposition. C'est un passage. On le traverse et puis de façon continue, il vous dirige vers l'entrée de la grotte. Et voilà le paysage, finalement, tel qu'on le découvre, la situation entre l'entrée et l'espace avec les roches. Et un autre projet, j'adore cette texture. Voilà pourquoi j'ai commencé avec cela. J'adore cette texture. C'est un projet qui a l'air un peu dur, n'est-ce pas? C'est le musée de Troyes. C'est une façade en acier qui change de couleur, sa texture, avec le vent, avec le sable, avec le climat. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà, il s'agissait d'un concours au départ. Il y avait 140 concurrents et l'idée était très simple, c'est-à-dire descendre le long de la rampe, puis arriver au niveau ici et puis remonter avec la rampe. Et toute l'exposition est dans cet espace rouillé comme un artefact, en fait, pratiquement. Voilà le bâtiment. On arrive, on stationne ici, tous les visiteurs se réunissent là, on descend le long de la rampe, voilà, au niveau de la route ici, et puis le paysage se déroule là, voilà le site, également à l'extérieur, on a un jardin, un peu espace de jardin, voilà, pardon. Voilà le site de Troyes. C'est à quelques kilomètres de là, on stationne, on visite le musée et puis soit on marche ou bien on a un petit moyen de transport qui vous mène sur le site de la bataille de Troie. Voilà, en Turquie, nous avons beaucoup de villes très anciennes, mais évidemment, Troie, c'est réellement, elle reçoit plus d'1 million de visiteurs par an. Mais c'est pas très facile de comprendre, n'est-ce pas, cette ancienne ville de Troie. Si l'on s'y rend en tant que visiteur, il faut avoir un très très bon guide. Voilà pourquoi c'est la mission du musée. C'est-à-dire, on se rend au musée, on le visite, et puis évidemment, si on a des réponses à certaines des questions, pas à toutes évidemment, bien entendu, parfois il y a des questions très difficiles lorsque se rend à l'extérieur, ça c'est très important également ici pour la muséographie. Donc c'est une sorte d'objet qui est là, seul, dans le paysage. Ici, la rampe d'entrée,
C'est des matériaux très simples, du béton, de la pierre. À l'intérieur, nous avons également de la pierre, du béton. Et puis, la circulation est très importante. Comment nous nous déplaçons à l'intérieur de notre musée? On descend le long de la rampe. L'entrée vraiment est très allongée. Et puis, on remonte toujours en suivant une rampe. C'est une rampe à 6%. C'est très facile de la remonter. Et puis, cette rampe vous mène jusqu'à la zone d'exposition et également jusqu'au toit. Et finalement, on arrive à un espace extrêmement ouvert, magnifique, sur l'espace homérique, pourrait-on dire, du lieu de la guerre de Troie. Et voilà donc au cours de la construction. Moi, j'adore cette période de la construction parce que je ne considère pas que ces phases de construction comme des phases de finition. Ça fait partie du design, de la création. Et également, cela doit apparaître dans le bâtiment. Tous ces panneaux ici sont isolés. Ce sont des panneaux de béton. Et ils sont en spirale, ils suivent la rampe. Et puis également, il y a des fenêtres qui sont installées. Ce sont des panneaux de verre, ils sont placés une fois le bâtiment terminé. C'était ça l'idée en fait. Voilà l'intérieur, des expositions temporaires. Elles se trouvent à 9 mètres sous le niveau de la terre. C'était très important. Voilà. C'est une de mes photos préférées. Ces femmes, ce sont de véritables Troyennes. Elles viennent des champs de tomates, et elles viennent visiter le musée, parce que c'est leur musée. Et je l'ai vu dans leurs yeux également, parce que ça représentait quand même un grand événement de construire ce bâtiment à Troyes. Voilà pourquoi c'est si important pour moi. Donc ici l'intérieur, également avec des jarres en terre cuite pour le stockage des denrées. Le musée, vu de loin, bien entendu, l'aspect est complètement différent parce que le paysage évolue, évidemment. C'est évidemment une zone très agricole. Ici, voilà donc cette oliveraie d'1 million de mètres carrés, donc 10 hectares. Et ici, on voit des pierres, c'est très intéressant. Ce ne sont pas artificielles. Lorsqu'il pleut, toute cette partie peut recueillir l'eau. Il s'agit là de lire la nature. Il ne s'agit pas d'intervenir, mais de lire. Voilà, il s'agit également d'un projet qui est un concours. C'est un concours ici. J'adore dessiner. J'adore faire des ébauches, des dessins. Et ici, ce qui est très important pour moi, parce que les oliviers sont toujours très intéressants, n'est-ce pas? Chaque arbre est très différent, regardez-les. Et puis alors, j'ai essayé de les dessiner ici, pour essayer de comprendre. Et voilà le projet que nous avons envoyé au concours. Il n'y avait aucune image, aucun... C'est simplement un panneau de 2 mètres sur 2 mètres. C'est une miniature, comme on dit en turc. Je ne sais pas le mot français, mais c'est un mot français. C'est un dessin isométrique. Et il n'y a pas de dessin, mais il y a énormément d'informations. C'est le rapport avec le site, en fait. Ici, tous les arbres, ici, une petite colline, de l'eau, etc. De façon que lorsque l'on rentre dans les panneaux et on a l'impression d'y être, on n'a pas besoin de vrais dessins. Et nous avons remporté le concours, voilà, comme ça. Vous voyez à quoi ça ressemble. Je me suis rendue
je ne sais pas, 12, 13 fois sur le site. Et chaque fois, c'était différent. À chaque fois, j'ai appris quelque chose de différent. Parce que pour un citadin comme moi, la nature, c'est quelque chose qui est un peu loin, n'est-ce pas, éloigné. Mais si l'on se rend sur place, chaque lieu est différent, n'est-ce pas? Et je crois que c'est très important. Voilà donc comment on a présenté la maquette juste pour l'entrée. Et nous avons utilisé exclusivement des éléments en pierre. On rentre par ici, on a besoin d'avoir un peu de sécurité, la zone de parking, le centre de visiteurs, la cafétéria, et puis ici les pierres, parce que évidemment, ici, c'est une sorte de bibliothèque de pierres que nous avons, 42 types de pierres différentes. Donc, c'est la situation de l'entrée et c'est là le lieu où rentrent les visiteurs qui obtiennent l'information pour l'accès au parc. Et puis, un autre point, eh bien, nous n'avons pas fait appel aux entreprises de bâtiments. En fait, nous avons fait appel, ici, tous ces éléments c'est l'atelier sur le site. Les municipalités, parfois, se défont de certaines pièces dont ils ont. Donc, nous avons réussi à recueillir des traverses en acier, puis du bois, 20, 30, et nous avons essayé de comprendre la capacité. Que pouvait-il faire dans cet atelier? Que pouvait-il construire? Et c'était ça l'idée. Et puis ensuite, nous avons fait ainsi, c'est-à-dire nous l'avons fait sur le site. Voilà, c'est moi là. Nous les avons placés, nous les avons marqués. Ça, c'était assez amusant en fait. Et évidemment, en lien avec les villages environnants, nous l'avons tout fait ensemble. Voilà la bibliothèque de pierre que l'on peut voir ici. Le paysage, ce sont 9 types de pierres différentes qui ont été extraites du lieu, qui ont été prises avec l'aide de maçons locaux. Voilà le centre de visiteurs, tout en bois. C'est une sorte de patio. Quand on va à l'intérieur, c'est une structure ouverte. Voilà, vous le voyez d'ici. Chaque panneau est une sorte de cabine. On va à l'intérieur. C'est une structure très simple. Il n'y a pas d'isolation. Ah oui, ce sont les toilettes. Voilà l'intérieur. C'est orienté vers l'extérieur, vers la nature, vers la verdure. Voilà. C'est quelque chose tel que, comme on peut le voir. Voilà. De cela. Et sur ce projet, sur le terrain, nous avons cette structure, comme je vous l'ai montré, c'est des structures en bois magnifiques. C'est le mur historique d'Istanbul. Et l'idée est tout à fait créative. C'est-à-dire que les excavations, les fouilles et la restauration ayant lieu en même temps, on a pu donc réaliser cela. Il y a des fouilles permanentes et la restauration est aussi permanente. Je vois, c'est assez exaltant. On peut aller visiter le site et puis on peut avoir tout un parcours à l'intérieur de ce lieu de fouilles. J'ai eu la possibilité de construire cela. C'est simplement une petite partie du projet. C'est que l'on voit de 2,5 km, de 2,5 km que l'on peut voir ici. Attendez que je vous montre. Ah, il faudrait que je boive un petit peu d'eau parce que j'ai soif. Voilà le site. Vous voyez la longueur du mur. Voilà le palais de Topkapı. Tout à fait, ce sont des plans anciens, tout à fait classiques du mur d'enceinte. Ici, il y a quelques informations, évidemment. Ce sont des très petites distances. Il faut utiliser ces espaces pour pouvoir placer les différents lieux. Voilà la situation existante. Toute l'équipe de restauration utilisait ce type de matériel. Je trouvais que c'était fascinant. Ce n'était pas du design. Hein. Normalement, les architectes commencent à dessiner, prévoir des structures en verre réelles, mais j'ai adoré cela, vraiment. Et c'est une structure vivante. Elle n'est pas fixe. On y vient une semaine et la semaine d'après, hop, ça a disparu parce qu'ils le déplacent. C'est tout à fait souple. C'est une structure vivante. Ils utilisent le même matériau. Ils le suspendent, ils le clouent. Enfin, c'est très intéressant.
Et donc, c'est vraiment le point de départ. Et donc, ça, c'était l'idée, c'est-à-dire ici, passer les fouilles en faisant appel à différentes manières de déplacer les espaces. Par exemple, ça, c'est le site, voilà, ici, l'accès, les ruines. Et puis, ici, on peut voir différentes couches de l'histoire. Ça, c'est byzantin et toute cette partie vient de l'époque ottomane. Donc, voilà, ça c'était l'idée. On rentre, ici une structure en bois tout à fait réactive. On peut monter, descendre, on arrive ici, la circulation est là, puis on redescend un petit peu, on remonte. Et c'est vraiment la circulation avec certains éléments protecteurs. Et ça, c'était l'idée que l'on pouvait avoir. Voilà. Voilà. À l'intérieur de ce rempart, de cette enceinte, il y a des lieux d'exposition. Voilà, ça, nous l'avons conçu ainsi, c'est tout à fait remarquable. Un autre ici que l'on peut voir avant d'en terminer, c'est là. Nous allons entamer la construction la semaine prochaine. Inspiré par Izmir, une ville il y a eu un énorme incendie et la ville a été entièrement détruite car elle a été construite tout en bois. Et ce lieu est en fait dédié à l'histoire, à la mémoire de ce lieu. Ce sont des images là que l'on voit de l'incendie de la ville d'Izmir. Toute la ville a brûlé. Il n'en est rien resté. Simplement, les bâtiments de l'époque ottomane, c'était en 1920. Et voilà l'idée, c'est un lieu rectangulaire, donc la taille géométrique, et nous essayons d'utiliser des éléments en briques pour ce projet, certaines salles, certains lieux qui sont reliés, connectés, et chacun a un rappel historique, et l'on passe de l'un, puis l'on va à l'autre, et ensuite à l'autre, et c'est une circulation circulaire continue. C'est un bâtiment semi-enterré. Manisa a une très forte tradition de briqueterie. C'est le deuxième producteur de briques. Voilà, ici, on a des bâtiments qui datent de l'époque ottomane. Également, ici, vous pouvez voir les modèles, comment ils se positionnent. Ils ont des dômes qui ont été construits de façon traditionnelle, des arches. Il n'y a aucun, disons, plafond en ciment. Donc voilà, on a ces murs. Voilà la coupe transversale de l'entrée, d'autres salles, les connexions. Voilà certains des lieux, les salles, différentes atmosphères que l'on suit parce que nous voulons raconter une histoire de Manisa et l'histoire à différents points d'attention. Il ne s'agit pas là de savoir un seul espace, mais c'est un ensemble, un assemblage d'espaces avec des éclairages différents et évidemment l'impression de différence. Voilà l'entrée, l'une des salles et l'extérieur. Est-ce qu'on y voit? Ah, j'ai dépassé mon temps, je crois. Bon, ça va. D'accord. Voilà le plan. Et finalement, je vais vous montrer notre dernier projet à Konya. C'est un projet d'une bibliothèque. J'adore ce rapport sur le plan que l'on a. C'est si efficace, c'est très bon. Donc, il s'agit ici de créer des salles et de faire en sorte que le centre soit une bibliothèque avec différentes passerelles. Voilà certains des exemples de structures. Ici, c'est une magnifique mosquée à Konya. C'est un bâtiment dont je vous ai montré l'entrée en
bois, c'est très organique, c'est très simple, c'est très remarquable la façon dont cela a été réalisé. Donc voilà l'idée. Il s'agit là, nous avons donc des arbres qui étaient là naturellement, et voilà l'entrée. Ce sont des salles petites d'un seul étage. Certaines font 500 mètres carrés, d'autres 100 mètres carrés. Il s'agit là de pénétrer dans la végétation. Voilà une sorte de rue intérieure ouverte avec les bâtiments, avec les activités sociales. Voilà la bibliothèque, un très grand espace, une sorte de lieu où l'on est, où l'on peut être. Voilà certaines des salles avec différents matériaux, du béton, du bois, etc. Et puis là, c'est inspiré de la mosque Scheffel que je vous ai montré au début. Et puis les salles ont cette relation très ouverte avec le parc. Voilà le modèle, comment tout cela s'articule et le dessin finalement. Et voilà. J'en ai fini. Merci. Je voudrais surtout remercier toute mon équipe. Je voudrais remercier toute mon équipe parce qu'elle soit une grande équipe, petite équipe, c'est quand même un travail d'équipe. On a besoin de beaucoup de personnes pour faire quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc je voulais vous remercier du fond du cœur. Merci beaucoup.